Alors, les sources de production sont réparties sur l'ensemble du territoire de manière un peu inégale. À vrai dire, là où il y en a un peu le moins, c'est au nord-ouest. Ce n'est pas tout à fait le sujet de la vidéo, mais c'est histoire de dire. Dans le rapport, il nous en parle. Il nous montre bien la production qu'on a eue en totalité, qui inclut l'importation. Et ils nous mettent un petit taux de décarbonation en haut de 94,9. On en parlera dans la partie CO2. On voit bien que le nucléaire prend la plus grande part de cette énergie, quantité d'énergie, avec juste derrière l'hydraulique, l'éolien, le solaire, le gaz, le thermique renouvelable et déchets, et ainsi de suite. Bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu ça maintenant sur le réseau français. Quand on regarde sur le site internet Ecodomix et qu'on veut regarder une plage de... un planning, ils appellent ça un planning de production d'électricité. On peut regarder aussi sur la consommation, mais c'est un peu moins funky. On peut regarder maximum 8 jours. On a ce diagramme-là avec une petite barre verte verticale qu'on peut déplacer pour mettre à l'horaire qu'on veut. Lorsqu'on la déplace, on a les proportions à droite qui varient en pourcentage et on a une zone en haut qui n'apparaît pas là, qui nous donne les mégawatts de chaque source d'énergie. Et on a donc une légende et un graphique qui représente la proportion de chaque énergie en positif et en négatif, la barre blanche étant le 0. Le négatif voulant dire qu'on est soit en train de consommer, soit en train d'exporter. Et le positif, c'est qu'on est en train de produire dans notre propre pays. D'accord, sachant que le plus et le moins sont juste là pour être distingués, pour savoir ce qu'on fait de l'énergie en fait. Si on enlevait le moins du plus, on aurait tout simplement la consommation du pays. Voilà, donc quand on va un petit peu zoomer sur telle ou telle énergie, on va se rendre compte qu'on a du solaire en France. Bizarrement, on a du solaire. On se rend bien compte qu'il y a quand même de l'écrêtage qui se passe. Vous voyez, sur les 5 derniers jours du mois d'avril, là, on a un écrêtage qui s'opère. On en parlera un tout petit peu après. Alors, le solaire, c'est quoi en France? Eh bien, c'est entre autres du solaire thermique. Je ne parle pas du solaire des chauffe-eau, je parle du solaire thermodynamique. Il y en a un petit peu. Donc là, par exemple, on a le projet Promesse. C'est un laboratoire qui a une sorte de grand four. C'est une zone dans les Pyrénées-Orientales où il y a beaucoup de projets solaires côte à côte qui sont expérimentaux mais aussi opérationnels depuis pas mal d'années quand même. Ce genre de système utilise des miroirs pour concentrer la lumière, obtenir un foyer de 1 MW et après, soit faire de la chaleur pour fondre des matériaux, soit tester faire des expériences sur ce qui pourrait aller dans l'espace, soit, ils ont tout un tas de projets, soit produire effectivement de l'électricité en faisant de la vapeur. Donc ça, c'est une station expérimentale. Il y a juste à côté le four du Mont-Louis, qui est aussi expérimental et qui est là surtout pour faire cuire des éléments. Tout ça, c'est visitable. Sur le site de TMS, on a des trackers solaires qui sont soit des héliostats, soit des trackers, soit des suiveurs pour panneaux solaires. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent en opposé. Celui qui a les panneaux photovoltaïques qui suit le soleil et celui qui a les miroirs, il oriente le rayon du soleil. Donc il se met en intermédiaire pour orienter les rayons du soleil vers une tour de production de chaleur qui permet d'avoir des sels fondus pour faire de la vapeur d'eau et envoyer vers une turbine. Donc ça, c'est le genre de truc qui est quand même pas mal présent en Espagne, pas mal présent dans les pays du Sud. Nous, on en a une en France. On a sur le site, tout à peu près proche, on a plusieurs projets. Le projet Pégase qui permet de produire de l'électricité avec des turbines à gaz et de l'énergie solaire. Donc c'est complémentaire. Pas forcément du gaz issu du fossile. Le Nex CSP qui est lié au stockage et gaz, du solaire et du gaz sur 1,2 MW. Il y a des similitudes entre les projets. Le projet Clé de Sol, parce qu'ils ne sont pas tous en même temps non plus, ça dépend des entreprises partenaires qui veulent solliciter le site pour faire des expériences à des moments de l'année ou sur une période donnée. Projet Clé de Sol qui permet d'améliorer la performance de la plateforme, vu une rénovation complète des 107 héliostats. Donc comme c'est un projet, c'est une plateforme qui date depuis un petit moment, ça permet de la remettre au goût du jour. Sans sol PV,
Donc, nouvelle génération d'héliostats, concentration de l'intensité lumineuse des modules photovoltaïques. Donc, en gros, on concentre l'intensité lumineuse sur les panneaux photovoltaïques et non pas sur une tour pour augmenter leur rendement. Le projet Eneovia Themis, qui consiste à faire la même chose que ce que fait depuis le début, mais avec des panneaux amorphes, pour voir un petit peu ce que ça peut faire, avec un meilleur rendu par mauvais temps et un meilleur rapport écologique, puisque les panneaux amorphes sont moins énergivores en ressources et en CO2. Et, je ne sais pas comment on le dit, FOC PV, photovoltaïque concentré, donc pareil, intensité concentrée sur les cellules photovoltaïques. Donc il y a plusieurs projets sur ce site. Bien entendu, vous pouvez les visiter, c'est pas mal. Donc là, celle-ci, elle s'appelle Helio, sur la ville d'Elo. Elle fait 9 MW. Elle est expérimentale, mais on pourra en avoir d'autres, on pourra avoir d'autres développements. Donc là, c'est vraiment des miroirs de Fresnel hein, qui font de la vapeur et qui permettent de produire de l'électricité. Et puis on a aussi le photovoltaïque. Alors le photovoltaïque, on a le photovoltaïque des particuliers, mais on a aussi les grandes centrales. Alors les grandes centrales, là on en a 7 qui sont de 56 à 300 MW. Donc on a un total de 650 MW crête d'installer sur ces grandes centrales. Donc ça veut dire que ce sont des opérateurs qui sont raccordés en haute tension, qui sont donc soit pilotables, soit dirigeables, soit sous contrat, avec des conditions horaires et des conditions de réactivité en termes d'écrêtage et de tarifs de rachat. Donc ce sont des grandes centrales sur lesquelles RTE peut agir directement. D'accord ? Pas besoin d'agir sur le courant électrique. Voilà un petit peu pour le solaire, c'est un petit tour d'horizon. Ensuite, on a de l'importation. Alors c'est de l'importation en France, on ne fait pas beaucoup d'importation pour des raisons de besoin. En tout cas, sur cet exemple-là, ce n'est pas un besoin. Ce sont des pays qui produisent trop et qui ne peuvent pas stocker ou écrêter eux-mêmes. En l'occurrence, l'Allemagne et l'Espagne, un petit peu l'Italie. Et donc on importe, et si nous on est en mesure à ce moment-là de gérer et de valoriser cette énergie, eh ben on le fait. Parfois on n'y arrive pas, mais l'importation, c'est, si vous voulez, les lois électriques font que, au niveau de la loi des courants, le courant va là où c'est plus facile pour lui. Et tant qu'on a un équilibre production-consommation, eh bien tout se passe bien. Mais cet équilibre, il n'est pas forcément... il est mouvant. Donc on a... pas forcément toute la production en France pour les consommateurs en France et ainsi de suite. Quand il y a des chaînes d'approvisionnement qui ne peuvent pas se réduire en puissance, il faut qu'on joue sur celles qu'on peut piloter. Et donc ça crée des mouvements d'énergie. Et en l'occurrence ici, c'est un mouvement qui est relativement limité puisqu'il est limité à la puissance des lignes électriques qui permettent de le faire véhiculer. Mais il faut quand même le maîtriser parce que si on dépasse cette puissance, la ligne se coupe et on a une sorte de décrochage, de désynchronisation des pays, de début de blackout et autres. Donc il faut bien gérer tout ça. Donc là, c'est la partie import. On a la partie éolien. D'accord ? Donc la partie éolien, on voit bien qu'elle est variable, mais pas forcément à cause du vent. On va voir un peu plus tard. Elle a des variations commandées au long de la journée. D'accord ? Donc ici, elle oscille de plusieurs dizaines de gigawatts. Sur l'éolien, on nous dit bien d'ailleurs chez Engie que, si vous regardez dans le texte, c'est d'ailleurs un des avantages des énergies renouvelables, elles sont totalement pilotables. Donc il précise bien que les énergies renouvelables, en l'occurrence ici l'éolien, peuvent être arrêtées sur demande, du côté d'Engie en tout cas, pour le besoin en fait. Soit parce qu'il n'est plus nécessaire de produire à ce moment-là, soit pour s'adapter aux contraintes du réseau ou aux contraintes autres, et puis notamment aux contraintes, ça c'est pas que je ne le savais pas, mais disons que ça m'a un peu surpris qu'il y ait encore ça en ce moment, contraintes environnementales du point de vue pas que les oiseaux, mais aussi les gens qui ne veulent pas de bruit quand le vent va dans leur direction. Donc ça, c'est certainement des gens qui ont suffisamment de pognon pour faire arrêter des parcs éoliens pour pas avoir de bruit dans leur sillage, mais pourquoi pas. Moi, je suis allé pas loin d'éoliennes, et même loin d'éoliennes, il y a un petit bruit. Alors, comparé aux camions qui passent sur la route, je préfère largement avoir une éolienne. Bref. Ensuite, on a l'hydraulique, qui a aussi une variation commandée de sa puissance. L'hydraulique, alors en France, c'est notamment la marée motrice. Et on a ici à hauteur de 240 MW.
c'est pas la plus grosse, hein. Je ne vais pas vous montrer les photos de toutes les installations. Mais cette marémotrice, elle a aussi une fonction de pompage-turbinage qui permet notamment de faire un peu comme les steppes en hauteur dans les montagnes, de consommer de l'énergie à un moment donné et de la stocker. Mais ce n'est pas possible à n'importe quelle heure de la journée vu que c'est lié aux marées. Mais il y a des moments où c'est possible, donc pourquoi pas. Bien sûr, ces steppes sont représentés comme une consommation. Ils sont symbolisés dans le graphique de production, mais parce qu'ils servent à gérer, à absorber la production, le surplus de production et à stocker de l'énergie. Donc on le symbolise sur ce graphique pour se dire, bah voilà, on a mis de l'énergie de côté, donc faut la symboliser. On a à peu près 3 à 5 gigawatts de possibles sur ces steppes. Alors les steppes, ça inclut aussi d'autres choses. Alors au niveau statistique EDF, je ne sais pas. A priori, vu l'ampleur du système, c'est principalement de la marémotrice et de la station de pompage-turbinage en montagne. Mais il existe aussi du stockage à hauteur de 200 MW au niveau batterie et hydrogène. Mais l'hydrogène, là, il n'est pas chiffré parce que ce n'est pas réellement du stockage, c'est plutôt de la production de gaz. On ne s'en sert pas nécessairement pour faire de l'électricité derrière. Ça sert notamment pour les raffineries, pour des industries qui ont besoin de gaz. Donc c'est une sorte de consommation supplémentaire, ça on verra plus tard. Mais en tout cas, en termes de stockage électrique dans les batteries, on est aux alentours de 200 MW, donc c'est pas énorme, mais ça fait partie des steps, entre guillemets. Donc ces batteries, il y a plusieurs acteurs qui les mettent en œuvre. Ils font carrément des fermes de conteneurs de batteries pour avoir une variation sur le réseau, pour au final obtenir un système intelligent qui permet à la fois de stocker dans les batteries, mais de stocker en termes d'hydrogène. Vous voyez, il y a des systèmes de piles à combustible, mais je vous dis, ce n'est pas la majorité, ce sont des projets. Il y a très peu de systèmes en fonctionnement aujourd'hui, mais c'est en évolution. Personnellement, je ne parierai pas dessus, parce que je ne le souhaite pas non plus qu'il y ait autant de systèmes comme ça. Mais c'est à mon avis un levier intéressant. Nous avons aussi l'export d'énergie. Alors nous, on produit beaucoup sur notre territoire, notamment avec le nucléaire. Donc on exporte en permanence vers d'autres pays, notamment l'Allemagne, qui a fermé ses propres centrales et qui voudrait consommer moins de charbon. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a des pics de production solaire, on a un import qui se crée parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est réduire leur importation. Donc ils ne vont pas brider leur solaire. Parce que s'ils le font, ils vont être obligés de réimporter de l'énergie et de ne plus rentabiliser leur solaire. Par contre, ils le font un petit peu trop. Il y a des moments où il faudrait qu'ils brident eux aussi. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Je ne sais pas. Nous avons le gaz. Donc chez nous, on a quand même une grosse capacité de gaz, mais on voit que les centrales ne peuvent pas être arrêtées. Elles sont en permanence un petit peu allumées. Sauf si au niveau saisonnier, ils décident de l'arrêter. Mais en tout cas, sur cette période-là, c'est tout le temps allumé avec un minimum de production. Et on a des pics qui permettent de gérer la variabilité du réseau. Le fuel, pareil, il y en a toujours un petit peu. Et la biomasse. Alors la biomasse, ce qu'on constate, c'est qu'elle ne varie pas beaucoup. Alors moi, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Alors certes, c'est 1 ou 2 gigawatts, mais là, la variation, elle est de 50 mégawatts, quoi. C'est rien. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de variation que ça. Je pense que c'est parce que dans les biomasses, ils incluent tout. La biométhanisation, biogaz, les incinérateurs et autres. Et donc, quand on a un système avec turbine qui incinère et qui a un volume à traiter, qui est sous contrat, ou qui fait de la cogénération avec une ville, avec une industrie ou autre, ils ne réduisent pas leur production. Par contre, pour tout ce qui est biogaz en agriculture, il y a des contraintes de régulation. Il y a un dispositif d'échange d'informations d'exploitation qui permet au réseau, aux gestionnaires de réseau de réguler la production ou au producteur de réguler sa production en fonction du tarif de rachat. Parce que c'est vraiment le tarif qui gère tout. Donc voilà pour les différentes énergies, le petit survol des énergies. On va maintenant étudier quelques jours de statistiques sur Ecodomix. Donc là, sur ces jours-là, on voit bien qu'il y a des incursions d'importation d'énergie, de l'écrêtage de photovoltaïque, de l'écrêtage d'éolien.
On va rentrer un petit peu plus dans le détail avec un exemple sur 2-3 jours. Donc là, on va prendre le 17 et 18 avril 2025 parce que le 18 avril, c'est la première fois, enfin en tout cas en 2024, ils ne l'ont pas fait, qu'il y a réellement une coupure éolien. Et ça a été reproduit plusieurs fois par la suite. Donc ce jour-là, il y a vraiment eu quelque chose. Pourtant, on voit bien que le soleil était quand même présent. Il a été aussi écrêté un petit peu. Bon, en tout cas, pour ce jour du 18 avril, c'était un événement au niveau de la perte de production éolien au plus bas. On a vraiment eu une coupure sur l'éolien qui a été, à mon avis, liée à une demande de RTE. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, j'ai trouvé que c'était un jour remarquable. C'est pas ce jour-là qu'on va étudier, mais bon. Quand on regarde le jour qui m'intéresse, enfin en tout cas c'est sans date particulière, un jour représentatif de ces derniers mois, où on a à la fois de l'importation d'énergie et de l'écrêtage global sur pas mal de sources. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh ben, on remarque que le nucléaire, il a été réduit. D'accord, il a bien été réduit, il est possible de réduire le nucléaire, qu'il est possible de le réduire plus que ça, hein, parce que le suivi de charge sur les réacteurs nucléaires, il est possible de les descendre jusqu'à 20%. En usage normal, on est de 100 à 50%, en tout cas de l'énergie disponible, hein, de l'énergie fonctionnelle des réacteurs en marche, mais par norme, on peut descendre à 20%, mais pas plus bas. Donc évidemment qu'on ne va pas descendre à 20% tous les jours, mais si on peut descendre à 50% ou 40%, ben il faut le faire, hein, puisque le but justement de cette programmation d'énergie, c'est d'absorber, d'être réactif par rapport aux énergies intermittentes que sont l'éolien, le solaire, et dans une moindre mesure aussi l'hydraulique, puisque des fois on est obligé quand même de produire un peu, et les autres énergies biomasse, toutes les énergies où on a une sorte de contrainte de revente d'énergie, et donc c'est le nucléaire qui absorbe tout ça. D'ailleurs, il y a très peu de temps, là il y a eu une centrale qui a été fermée puisqu'on produisait trop de nucléaire, donc ils profitent de l'été pour ça. Sur cette journée, on voit qu'on a écrêté le solaire, en tout cas on l'a écrêté sur au moins les centrales qui sont gérées par le réseau, pas forcément chez les particuliers, hein. Chez les particuliers, il peut y avoir un ressenti de perte de production parce que si l'écrêtement a été fait, c'est qu'il y a une raison. Donc il y a certainement eu une hausse de fréquence, qui a certainement coupé une partie des micro-onduleurs ou autres. Et pour réguler tout ça, ils ont décidé de couper eux-mêmes des grandes centrales. Il y a eu un écrêtage de l'éolien, donc pas très très élevé, mais on le voit vraiment là sur la période solaire. Sur cette zone-là, on a réduit l'éolien, réduit le solaire, parce qu'on avait notamment une importation d'énergie à gérer. On en a profité aussi pour remplir effectivement les steppes. Alors cette importation d'énergie, donc sur le même horaire, on voit qu'elle vient d'Allemagne. Elle ne vient pas beaucoup d'Espagne. D'ailleurs, l'Espagne, à ce moment-là, n'importait pas mais consommait. Mais l'Espagne est limitée en puissance alors que l'Allemagne, elle, peut envoyer beaucoup plus d'énergie. Elle a une liaison beaucoup plus pérenne avec beaucoup plus de frontières, d'interconnexions. Et on voit bien que toute cette énergie provenait d'Allemagne et était en partie renvoyée vers l'Espagne ou vers d'autres pays, mais il en restait au bout du compte. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font leurs calculs, mais quand on regarde les valeurs qui nous affichent à l'écran, là, ça ne correspond pas à la valeur de l'import qu'ils mettaient avant, donc je ne sais pas, je ne connais pas le détail de leurs calculs. Il y a quelque chose qui m'échappe quelque part. Donc, mais ça ne m'étonne pas vraiment. Qu'est-ce que ça implique au niveau européen de faire ça? Eh bien, lorsqu'on a trop d'énergie sur le marché, on a les prix qui baissent. On a un risque d'avoir des prix négatifs. Donc là, en l'occurrence, ils ne sont pas trop négatifs, mais des fois, ils le sont. Et donc, en fonction du pays et des réglementations en vigueur, les tarifs descendent. Et l'idée, c'est que précisément quand les tarifs sont au plus bas, un certain nombre d'acteurs qui ne peuvent plus rentabiliser leur énergie baissent leur production pour essayer de réguler et rehausser le tarif. Ce qu'on appelle un peu les hotspots, qui permet d'avoir des tarifs un petit peu variables tout au long de l'année. D'ailleurs, ces tarifs, ils arrivent un peu tout le temps au même moment, hein.
Donc pour ceux qui sont vraiment accrochés au trading d'énergie, c'est souvent à ce moment-là que on recharge des batteries, qu'on a la possibilité de stocker de l'énergie. Donc EDF le fait. S'il le faisait davantage, le prix remonterait. Hein. Pour en revenir rapidement au 18 avril, on voit que la coupure du 18 avril, ce jour-là, EDF n'avait pas baissé sa production nucléaire et avait, a priori, pas l'intention de la baisser. Il n'y avait pas de manœuvre de descente. Alors, ils ont certainement une raison. Soit c'est l'éolien qui a eu un problème, ou les lignes concernées, mais c'est quand même plusieurs gigawatts. Soit ils n'ont pas pu réduire la puissance, soit ils n'ont pas voulu, soit il y avait une possibilité d'amortir le nucléaire au détriment de l'éolien. Je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose ce jour-là, j'en ai pas entendu parler, je l'ai constaté sur les courbes en regardant. Des fois, il y a un certain nombre de mystères sur le réseau. Alors, l'énergie du réseau est gérée avec aussi une notion de disponibilité, d'indisponibilité et de production. Donc on voit ici la répartition en fonction de l'horaire. Donc là, je ne sais plus quel horaire et quel jour j'ai pris, mais j'ai pris un exemple où au moment où je faisais le relevé, on avait 41% de nucléaire avec un petit peu de disponibilité, de l'hydraulique avec un peu de disponibilité, de l'éolien et du solaire. Là c'est bizarre, ils ne mettent pas de disponibilité alors qu'il y a très certainement un bridage en cours. Quand on fait un écrêtage, on sait qu'on a de l'énergie disponible si on enlève l'écrêtage. On devrait le compter dans la disponibilité, mais là ils ne le mettent pas. C'est bizarre, il n'y a que pour l'éolien et le solaire qui font ça. Alors qu'il y a vraiment un potentiel derrière lorsqu'on écrète. Pour le gaz, il est au minimum et il peut monter jusqu'à sa puissance quasi maximale en fonction de la disponibilité des centrales en route. Le fioul, c'est pareil. Et pour le charbon, il y a une petite disponibilité. Ils peuvent démarrer une centrale si besoin. Donc, quand on travaille sur cette disponibilité, on voit la variabilité possible pour absorber les hausses de solaire, d'importation, d'exportation. D'accord ? Donc il faut que cette disponibilité soit la meilleure possible pour éviter les variations sur le réseau. Quand on fait un petit peu le compte des capacités en France, on a donc, en restant raisonnable sur la plupart des leviers exploités par RTE, pas sur les capacités réelles qu'ils peuvent avoir, mais sur celles qu'ils exploitent au quotidien, on peut réguler de 25 gigawatts sur le nucléaire, de 2,5 sur le solaire et de 2,5 sur l'éolien, sans couper le courant, de 1 gigawatt sur le biomasse, 2 sur le fuel, 9,3 sur le gaz, 3 sur les steppes, 8 sur l'hydraulique, et il y a un import-export, on ne le régule pas réellement, mais on sait qu'il y a une variabilité de 13 gigas. La consommation normale, en mi-saison, sans chauffage ou sans trop de chauffage, on est à 55 gigawatts en France. On a eu un maximal autour de 100, alors c'est 102 gigawatts historiquement. La capacité maximale aujourd'hui commandable, si on décide d'allumer toutes les centrales hors renouvelables, hors intermittence, on est à 106 gigawatts. L'éolien plus le solaire, on est à un petit peu plus de 48 gigawatts. Et donc on a une capacité de régulation journalière de 53,3 gigawatts. Donc c'est quand même assez conséquent. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a une capacité de régulation supérieure à l'éolien et au solaire. Donc c'est correct. On a la possibilité d'absorber la totalité de l'éolien et du solaire, si on le voulait. C'est possible. On le fait visiblement pas, mais c'est possible. Dans un cas, un exemple d'une journée moyenne constatée ces derniers mois, si on prend 55 gigawatts de consommation, qu'on a 7 gigawatts de solaire, d'éolien, 16 gigawatts de solaire, 1 gigawatt de biomasse, 4 gigawatts d'hydraulique, il reste 28 gigawatts à pourvoir, à produire. Donc soit on allume des centrales en conséquence, soit on a de l'importation. Donc là ici, on voit que si on utilise les 25 gigawatts minimum de nucléaire, il reste 3 gigawatts. 3 gigawatts qui peuvent être de l'importation. D'accord ? Mais il s'avère que là, la marge de manœuvre n'est plus que de 8 gigawatts, c'est-à-dire le bridage potentiel et les steppes. Ça reste assez faible. D'accord ? En termes de, si on a une baisse de consommation, on va être obligé d'agir davantage sur d'autres secteurs comme l'éolien ou le solaire. Donc ici,
notamment à cause d'une forte puissance nucléaire qui est difficilement baissable. En tout cas, ils ne le font pas beaucoup dans les faits, même s'ils pourraient plus. On a quand même quelque chose de très difficile à gérer. Alors la capacité de variation et de pilotage en France. Les producteurs nucléaires ont parfois des difficultés à faire varier leur puissance et parfois semblent refuser de le faire. Je ne sais pas s'ils font exprès. Les producteurs éoliens sont systématiquement bridés ou coupés à chaque fois que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas réduire leur production, biomasse, hydraulique, nucléaire, fioul et gaz. Ils sont aussi sous contrat, donc ils ont des obligations. Les producteurs solaires n'ont pas la possibilité de varier leur puissance, alors principalement les particuliers et tous les producteurs décentralisés non communicants, car la plage de fréquence pour la variation n'est que rarement atteinte et régulièrement la coupure de courant est utilisée pour brider brutalement. Effectivement, on va voir ça tout à l'heure. Dans le fonctionnement du réseau, on a des petites subtilités sur les normes et les variations de fréquence. Alors, il faudrait quand même que je vous explique quelque chose qui me paraît très important sur le réseau et qui est parfois critique dans certains pays. Moi, j'appelle ça maître-esclave. D'autres appellent ça machine tournante et non tournante. Donc pour moi, les maîtres, c'est tout ce qui est sans onduleur avec des alternateurs. Et les esclaves, c'est tout ce qui est basé sur onduleur ou convertisseur. Alors c'est quoi la différence? Eh bien, les maîtres, on a un alternateur qui permet de stabiliser le réseau, qui offre une grande inertie, parce qu'on a quelque chose de mécanique qui tourne. C'est la base du réseau. Enfin, en tout cas, c'est historiquement ainsi que c'est fait et c'est construit comme ça. C'est très souvent pilotable directement. Pas toujours, très souvent. L'esclave, c'est souvent quelque chose qui réagit à la fréquence proposée par le réseau, qui se connecte en dernier, puisqu'il est esclave, son but est souvent de produire 100% de sa capacité. La notion de pilotabilité n'a pas été toujours intégrée dans ce système. Souvent régulé automatiquement par la norme VDE, parce que c'est la norme qui gère les contraintes de variation de puissance de ces équipements. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les équipements maîtres? On a en premier lieu l'hydraulique, c'est la base de notre fonctionnement, en tout cas en France. Si vous avez une centrale nucléaire qui s'arrête, c'est l'hydraulique qui va leur démarrer. Parce que l'hydraulique peut s'arrêter et redémarrer sans auxiliaire quasiment, avec très très peu d'énergie, alors qu'une centrale nucléaire a besoin d'être alimentée en permanence pour fonctionner. Donc l'hydraulique, c'est soit au fil de l'eau, soit des barrages, soit des steppes, en simplifiant un petit peu. Les centrales turbines vapeur-gaz, ce sont toutes les centrales fuel, gaz, nucléaire, incinération, thermodynamique solaire, tout ce qui dispose d'une turbine qui tourne et d'une gestion soit de gaz, soit de vapeur, sachant que la vapeur c'est un gaz, mais ça peut être du gaz tout court, de la détente de gaz. Les centrales à moteur thermique, donc tout ce qui est cogénération et biogaz, entre autres. Donc, il existe des groupes électrogènes de cogénération dans les immeubles et dans certaines zones qui brûlent soit des biogaz, soit du pétrole, tout simplement, et qui font à la fois du chauffage et de l'électricité. Donc eux, ce sont des machines tournantes qui sont susceptibles d'être maîtres, qui ne le sont pas à chaque fois. Dans les esclaves, on a notamment le photovoltaïque d'injection. Je précise d'injection parce que ce n'est pas le photovoltaïque, c'est l'onduleur d'injection qui est concerné ici. Et le photovoltaïque peut servir pour autre chose que de l'injection. Donc c'est vraiment le cas de l'injection puisqu'on est sur le réseau. L'éolienne d'injection, pareil, parce qu'il existe aussi des éoliennes qui n'injectent pas, qui ont un réseau fermé, qui font autre chose, qui font d'ailleurs pas forcément de l'électricité, c'est une minorité. Les batteries diverses d'injection, pareil, il y a des batteries qui ne servent pas à injecter, qui servent uniquement de secours. Donc là, je parle du stockage chimique, tout ce qui est batterie, par exemple lithium, plomb, et tout ce qui est inertie, volant d'inertie et autres. J'ai mis des petits points pour pas avoir à couvrir l'ensemble des technologies de la Terre. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a un certain nombre de ces technologies qui sont maîtres ou esclaves, mais qui peuvent passer de l'un à l'autre. Parce que plus ça va, plus on va avoir tendance à classifier des systèmes qui pourraient être maîtres, on va les mettre en esclaves parce qu'ils sont trop petits, on considère qu'ils ne peuvent pas gérer une zone suffisamment grande pour auto-alimenter tout un quartier ou toute une région, donc on va les connecter après, donc ils vont être par défaut esclaves. Des systèmes qui étaient esclaves mais qui peuvent redémarrer tout un secteur, comme certaines éoliennes, des éoliennes qui ne sont pas onduleurs mais d'ancienne génération par exemple, qui sont avec des boîtes de vitesse et avec un alternateur à vitesse stable. On peut avoir un certain nombre de systèmes sur batterie qui peuvent redémarrer des zones,
via des onduleurs qui, comme les onduleurs en autoconso avec Victron et autres, des onduleurs qui sont capables de redémarrer des secteurs. Ça peut être des secteurs très petits, mais on a une interconnexion comme ça. On a un certain nombre aussi de groupes électrogènes qui peuvent redémarrer toute une zone, mais qui peuvent aussi se retrouver à être déconnectés et attendre le réseau pour se reconnecter. C'est le cas des groupes électrogènes qui servent en secours dans les hôpitaux, qui ne sont pas réellement là pour produire sur le réseau, mais ils attendent de se connecter au réseau. Alors ce qu'il y a, c'est que toute cette partie-là, esclave, ça n'a rien à voir avec l'énergie, ça a vraiment à voir avec la réglementation et le fonctionnement des onduleurs. C'est à cause de la décentralisation sans communication. Donc ça, petit à petit, à mon avis, on va en sortir. On va trouver une méthode pour, autre que la norme et la variation de fréquence, avoir des contrats qui permettent de réguler la production, des boîtiers de régulation, des choses qui vont permettre de piloter davantage l'éolien, le solaire et les autres énergies. Peut-être pas pour le particulier, en tout cas la nouvelle norme est un premier pas. On a aussi une contrainte ici, c'est que tant qu'on a beaucoup d'esclaves, parce qu'on va avoir de plus en plus d'esclaves, eh ben, il faut que la partie maître soit suffisante pour relancer l'ensemble du pays. C'est pour ça qu'on maintient des centrales en place au fur et à mesure qu'on a du renouvelable. Parce que tant que le renouvelable est classé dans les esclaves et est considéré comme esclave, il faut garder des maîtres pour démarrer la totalité du pays, au moins la totalité des zones qui ont été quadrillées, pour pouvoir faire redémarrer au fur et à mesure les centrales renouvelables et rouvrir des nouvelles zones géographiques sur le maître. C'est vraiment quelque chose qui est hiérarchisé, qui est construit comme ça, mais qui demande à être modifié. Cette zone-là d'évolution des réseaux, eh ben, il va y avoir des contrats, des nouvelles normes qui vont réguler tout ça, mais ça va prendre du temps, ça va prendre des décennies. Puisque, par exemple, les systèmes raccordés réseaux solaires, ils ont des contrats de 20 ans. Hein. On peut très bien imaginer qu'à chaque renouvellement, on pourrait dire, voilà, vous mettez une nouvelle onduleur, nouvelle norme, mais ça prendra du temps. Les objectifs d'une meilleure régulation, c'est l'adaptation, l'uniformisation progressive des normes de régulation tension, fréquence, puissance. Je rajoute tension parce que on régule pas beaucoup en tension aujourd'hui. On a des limites de tension haute, tension basse, mais on ne régule pas énormément sur la tension. Donc les onduleurs ont tendance à injecter plein pot. Peu importe si la tension est à 250 volts, ils continuent à envoyer tant que la fréquence est bonne. Sauf qu'on a aussi une régulation de tension sur le territoire qui est liée au transformateur, qui est liée aux lignes haute tension, qui n'a pas toujours à voir avec la quantité d'énergie, qui peut avoir avec la saturation des systèmes, la perte en ligne, la capacité des lignes à transférer l'énergie. Donc, outre la rénovation des systèmes, il faudrait aussi rajouter dans la norme la régulation en tension, qui obligera forcément à brider la production en fonction de cette hausse de tension, pour éviter des surtensions et des décrochages inopinés. Moi, je pense qu'on va développer une filière d'énergie renouvelable avec plus de stockage d'énergie et plus d'étalement de la production. Donc, c'est le cas des trackers solaires qui étalent un peu leur production, des systèmes sur batterie, des systèmes en autoconsommation, que ce soit pour particuliers, mais là, je parle vraiment des gros systèmes d'autoconsommation de supermarchés, d'usines et autres, qui sont vraiment un sujet en ce moment. L'injection régulée, donc ce qu'on peut appeler l'écrêtage, mais si c'est régulé, c'est quand même pas mal. Et des centrales mixtes, comme les thermodynamiques qu'on a vues, là, qui peuvent être couplées avec d'autres types d'énergie et qui permettraient de mieux optimiser le solaire, autre qu'en mettant des panneaux solaires partout. On a aussi une augmentation de la capacité hydraulique, éolien et solaire qui va venir. Et je pense qu'il y aura un bridage permanent de ces systèmes. D'accord, qui permettra de créer une réserve disponible d'énergie. En contrôlant le bridage, on sait qu'on a possibilité, en débridant, aussi d'accompagner les centrales existantes vers une forme de régulation pour permettre justement de réduire la quantité de centrales vieillissantes dans notre pays. Il y aura aussi une augmentation des solutions de délestage automatique. Donc c'est soit lié à une tarification complexe pour permettre aux utilisateurs d'eux-mêmes de réguler, soit avoir des industries très flexibles, comme les industries de l'hydrogène, tout ce qui est véhicule électrique, bornes de recharge, gestion de la chaleur, les fours, l'eau chaude, le chauffage, de manière graduelle, décalée, progressive, enfin, plus que les heures creuses, si vous voulez. Donc je pense que ça, ce sont des solutions qui vont être un peu plus déployées, notamment via le compteur Linky.
Alors moi je pense que l'inconvénient de tout ça, c'est qu'on va avoir une multiplication des ressources et une augmentation du CO2 dans le cycle de vie, parce qu'on va mettre en œuvre des moyens supplémentaires qu'on n'a pas nécessairement besoin, par ailleurs. On va créer une concurrence et donc une perte de rentabilité, parce que chaque moyen ne va pas être exploité convenablement, on va perdre en rentabilité, peut-être pas partout, et on va avoir tendance à chercher des nouvelles consommations énergétiques, donc c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, et on va créer des gaspillages inutiles. Moi je me demande s'il ne serait pas temps de remettre en question nos consommations et d'enfin les réduire, parce qu'en fait là à chaque fois on ne parle que de satisfaire la consommation des gens, le mix énergétique, la quantité d'énergie, mais il y a des postes énergétiques qu'on peut diviser par 3, hein. Très facilement. Il y a énormément de gaspillage dans notre pays, enfin dans l'Europe en général et dans le monde en général. Je trouve qu'on ne travaille pas assez là-dessus. Alors l'évolution de la fréquence sur le réseau et la gestion des différents réseaux européens et français autour de la variation de fréquence, c'est un sujet très important. C'est comme ça que EDF, RTE, enfin tous les systèmes, tous les pays régulent l'équilibrage entre la consommation et la production. On a nous sommes en 50 Hz et on accepte d'avoir des variations de fréquence, mais pour éviter que ça s'en aille trop en hauteur ou trop bas, on a des réactions à avoir en termes de production et de consommation. Globalement, sur la plupart des systèmes, lorsqu'on ne produit pas assez d'énergie, on va avoir une baisse de la fréquence du système parce que les machines tournantes vont ralentir. Si c'était sur onduleur, ce serait plutôt la tension qui baisserait. Les machines tournantes ont des régulateurs de tension qui permettent de maintenir la tension, mais au niveau de la fréquence, c'est inévitablement en descendant. Et si on a trop de production, toujours sur la base des machines tournantes, on va avoir une fréquence qui va augmenter. Pour réguler cette fréquence, on a mis des règles en place qui permettent de faire varier entre 47,5 et 51,5 Hz. Ces règles, je vais vous les détailler dans des petits graphiques. On a aussi des règles de délestage qui permettent de déconnecter les consommateurs en fonction de la fréquence. Chez nous, c'est par tranche de 20%. Il y a des pays, c'est par tranche de 5%. Il y a plusieurs plans, plusieurs hypothèses, plusieurs façons de faire. Notre plan de délestage est ainsi. On a aussi une façon de voir les choses en termes de réserve d'énergie. On appelle ça la réserve primaire ou réserve secondaire. Au niveau européen, on a une réserve de 3 gigawatts, plus ou moins 3 gigawatts. Au niveau français, c'est un petit peu moins. On a cette réserve qui est actionnée en fonction d'une plage de fréquence, donc ici en fonction de plus 0,2 Hz, moins 0,2 Hz, je vais l'illustrer un petit peu plus loin, et on a une certaine rapidité de réaction en fonction des centrales, ici ce sont les centrales mètres, qui ont des pourcentages par minute de réactivité, sachant que le nucléaire est parmi les moins réactifs. C'est pour ça qu'on doit combiner avec du gaz, des turbines à gaz, des turbines qui vont pouvoir réagir très très rapidement, parce que le gaz on l'allume, il brûle. On n'a pas besoin de mettre des combustibles en place, on n'a pas besoin de mettre des systèmes en place. C'est aussi pour ça que les centrales gaz sont tout le temps allumées pour être réactives à la moindre variation. Si on met tout ça dans une espèce de graphique qui va se complexiter au fil du temps, donc on a la variation de fréquence sur le plan horizontal et la variation de puissance en pourcentage sur le plan vertical. D'accord, il n'y aura pas de variation en négatif. Moi, j'ai des choses à écrire en bas. Notre fréquence cible, c'est le 50 Hz au milieu. Et on va rajouter des limites, des seuils, comme par exemple le seuil, les seuils mini et maxi de 47,5 Hz en minimum, 51,5 Hz au maximum, et puis on va avoir des seuils intermédiaires. On a un seuil à 49,8 et 50,2 qui sont des seuils de réactivité primaire, des seuils de réactivité secondaire qui sont plutôt liés à des limites de délestage, d'accord, et un seuil de fin de délestage en vert à la fin à 48 Hz. Et de 48 à 47,5, il n'y a rien de particulier, on continue à essayer de produire plus et on croise les doigts pour que ça ne coupe pas. D'accord ? Je simplifie un petit peu, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais déjà là on va rentrer dans pas mal de détails. Si je distingue ces différentes zones, d'accord, par couleur, on a la zone centrale, qui est la régulation primaire. D'accord ? C'est là-dedans qu'on va essayer de réguler à 50 Hz
le plus possible. Donc tout au long de la journée, à chaque minute, on régule dans cette zone-là. Tant qu'il n'y a pas d'incident, tant qu'on n'a pas de gros déséquilibre, on régule tout le temps dans cette zone-là. Ensuite, on a la régulation secondaire, c'est-à-dire qu'on va chercher des moyens de couper des consommateurs ou d'activer des producteurs de manière secondaire pour venir réguler sur une plage de fréquence un peu plus grande. Ensuite, on va avoir du délestage, soit du délestage de consommateurs, soit du délestage de producteurs. Délester, ça veut dire déconnecter ou éteindre. Si on coupe un gros consommateur, eh bien on rattrape un petit peu. C'est comme si on redonnait du pouvoir de production au système. Si on coupe un producteur, c'est comme si on augmentait le consommateur qui était en face. Donc on a deux leviers. On peut aussi considérer que dans la zone de délestage de producteurs, on pourrait rajouter des consommateurs. C'est un peu secondaire ou sous-entendu. Mais on va rester sur la fonction délestage. Et puis ensuite, on a la zone rouge. D'accord ? Cette zone rouge, c'est avant déconnexion. On remarquera qu'elle est plus longue sur la fréquence basse que sur la fréquence haute, parce qu'il est toutefois un peu plus dur d'augmenter la fréquence que de la baisser. Ça a été défini comme ça. Et cette zone, globalement, il est défini que tant qu'on est dans cette zone, il faut au moins que les moyens de production soient maintenus pendant 30 minutes, pour laisser le temps au système de se réguler. Il me semble avoir vu quelque part que sur la partie haute fréquence, on autorisait jusqu'à 90 minutes. Mais bon, je laisse 30 minutes ici, c'est ce que j'ai lu dans le code des énergies. Si on ajoute les puissances maintenant, un certain nombre de puissances, on voit que sur la régulation primaire, on a un potentiel de 3 gigawatts pour réguler ces 0,2 Hz. Ça, c'est au niveau européen. Au niveau français, c'est 0,6 gigawatts. D'accord ? La régulation secondaire, elle est de plus ou moins 1 gigawatt au niveau français. Il faut savoir qu'une fois qu'on a utilisé la régulation primaire, c'est la régulation secondaire qui doit reconstituer la régulation primaire. C'est une question de mise en place de moyens. D'accord ? Le délestage, on en a déjà parlé, et la zone rouge aussi. Si maintenant on simule un petit peu une variation de puissance avec la droite orange là-haut, donc vous voyez qu'elle est à 50 Hz pile poil à 100%, c'est-à-dire qu'on a 100% à l'équilibre production-consommation. Et si on monte en fréquence un petit peu, il va falloir baisser la production. En l'occurrence ici, on baisse de moins 10%. Maximum, ce n'est pas forcément cette valeur-là, mais c'est la capacité qu'on va avoir de baisse de moins 10% ou de plus 10% de production pour réguler si la fréquence baisse. C'est un peu les moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui. Si on dépasse, si on arrive dans la zone 49-51 Hz, on a 16% supplémentaires réglementairement mis en place. Alors c'est un petit peu bizarre parce que moi j'aurais tendance à croire qu'on en aurait mis plus, mais on en met moins. Enfin, en tout cas, la courbe s'aplatit un petit peu. Mais ce sont au niveau réglementaire ce qui est prévu de mettre en œuvre pour réguler cette fréquence. C'est le minimum. D'accord ? Donc on doit au moins mettre ça en œuvre pour réguler dans cette plage de fréquence. On a ensuite le délestage, donc c'est la courbe violette. C'est pas la courbe orange c'est la production, la courbe violette c'est la consommation. Donc on va réduire des consommateurs de 100% à 20% dans cette zone de délestage. On aurait pu le faire avant. Il y a des fois on le fait avant. Mais là, quand on parle de délestage, c'est du délestage sévère, qui est de dernier recours, qui est sous contrat. On a des zones, des régions, des usines, des zones qu'on déconnecte par tranche de 20% au fur et à mesure. Alors ça peut être des tranches de 5%, mais bon, dans la norme c'est 20%, mais bon, ça va être fait petit à petit quand même, pour arriver jusqu'à 20% de charge, parce qu'on maintient toujours 20% de production sur les centrales nucléaires, donc on va avoir tendance à délester que jusqu'à 20% pour garder un certain équilibre, même une fois déconnecté. Et si ça ne suffit pas, on va jusqu'au blackout. D'accord ? Et de la même manière, on a en quelque sorte le délestage de consommation qui s'inverse. On a les steps qui peuvent arriver. On peut rajouter des consommateurs supplémentaires pour réguler en fréquence haute. Si on continue les courbes de la production, on va essayer de rajouter des générateurs, notamment l'hydraulique, les réserves d'hydraulique qu'on a eu en opposition avec les steps. Tout ce qu'on a stocké, on va essayer de le déverser pour augmenter la production avant le décrochage, si possible avant le délestage, mais des fois c'est en même temps.
Et si on n'y arrive pas, si on descend en dessous de 47,5 Hz, on coupe. Et de la même manière, si on n'arrive pas à réduire la production au maximum au-dessus de 51 Hz et qu'on dépasse les 51,5, on coupe aussi. Voici comment est régulé d'une manière générale le système français. Il est entendu que c'est principalement les centrales. D'accord ? Là-dedans, il y a assez peu l'éolien, le solaire et les micro-producteurs. Mais en tout cas, si on reste dans le cadre réglementaire, ça fonctionne comme ceci. Si on ajoute maintenant la VDE, qui est liée aux onduleurs d'injection, c'est la courbe rouge qui nous dit que tant qu'on est au-dessus de 47,5 Hz, on envoie plein pot, 100%. Et dès qu'on dépasse les 50,2, on commence à baisser jusqu'à 0% à 51,5. Ça, c'est la norme. La norme récente. L'ancienne norme, c'était un plateau qui coupait un peu plus tôt. Je ne sais plus à combien. En tout cas, l'évolution du matériel fait que ça tend vers là. On a un petit écrêtage piloté dans la zone, alors je n'ai pas fait exprès, dans la zone qui correspond à la courbe orange. C'est le petit écrêtage qu'on voit régulièrement, là, les 5 gigawatts. Alors, 5 gigas, c'est pas petit, mais par rapport à l'échelle du pays, c'est petit. Qui est régulièrement opéré pour que la courbe de régulation de plus 0,2, moins 0,2 Hz soit respectée. D'accord ? Elle va souvent un peu plus loin, cette courbe, parce que on a quand même on a besoin de moyens supplémentaires et ils sont exploités par RTE. On a un écrêtage supplémentaire au niveau de l'éolien, notamment, où on peut le couper complètement et il ne reste plus que le solaire qui va faire la courbe basse. D'accord ? Donc ça nous donne une zone d'écrêtage éolien-solaire qui est à l'écran, qui est quand même une belle zone de régulation qui permet d'éviter le crash et d'éviter que les autres moyens traditionnels de production ne partent en vrille. Donc on a quand même un mode de régulation aujourd'hui qui est principalement assis sur l'écrêtage des centrales, des grandes centrales solaires et des grandes parcs éoliens. Petit à petit, s'il y a beaucoup d'énergie en solaire, notamment en particulier, qui s'installe, on risque d'avoir un petit problème sur cette régulation. Si on prend en compte maintenant au niveau réglementaire le temps qui passe, la zone de régulation primaire en bleu clair, il est prévu qu'elle soit réactive entre 15 et 30 secondes. C'est-à-dire qu'on a 15 secondes pour déclencher des moyens de production si la fréquence baisse, ou des moyens de réduire la production si la fréquence monte, mais on n'a pas plus de 30 secondes. Donc entre 15 et 30 secondes, il faut avoir fait le job, parce qu'au-delà de 30 secondes, on passe dans la régulation secondaire, et là, on a entre 30 secondes et 15 minutes pour réagir. D'accord ? Au-delà de 15 minutes, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Au-delà de 15 minutes, on est probablement déjà dans le délestage. Et alors ça, ce sont des contraintes réglementaires. Donc on peut réagir après 15 minutes, mais l'idée c'est de réagir avant. Donc évidemment, si on ne l'a pas fait et qu'on a eu un blackout, ben, on a des sanctions, enfin on a quelque chose derrière. Mais normalement, on doit mettre en œuvre des moyens qui doivent réagir dans ces plages temporelles. Alors, moi je trouve ça un peu inadapté, parce que certes, dans le cas où il n'y a aucun problème de déséquilibre, où le problème de déséquilibre est facile à résoudre, il est commun, il est très passager, peut-être que 15 secondes ça suffit. Par contre, dans le cadre d'un potentiel blackout suite à un accident, un décrochage, une désynchronisation, quelque chose, ça ne va pas aller. Je vous donne 3 exemples. On va voir très rapidement l'Italie. Voilà, lorsqu'il y a eu un blackout en Italie, eh bien les 49,8 Hz y sont arrivés au bout de 15 secondes. Et encore, ces 15 secondes, le début de l'événement, il n'était pas à 0 secondes. Hein. Il était 1 seconde avant. Mais par rapport au moment où on a eu des variations de puissance et qu'on a eu une ligne qui s'est décrochée, eh bien c'est arrivé très très vite le 49 Hz, on est descendu très bas, et on a mis 2 minutes 47 avant le blackout. Donc il aurait fallu réagir en très très peu de temps. Là j'ai mis 15 et 20 secondes, donc en gros en 1 seconde on était en dessous de 49,8 Hz,
Et en 6 secondes, on est en dessous de 49 Hz. Donc les moyens mis en œuvre derrière sur la zone géographique, ils vont être très insuffisants, parce qu'on est déjà très très bas. Et le délai qu'on a octroyé, qui va jusqu'à 15 minutes, pour réagir, il est trop grand. Parce qu'en 2 minutes, on a eu tout le pays qui est tombé. Bon, après c'est peut-être un cas particulier, mais en tout cas ce délai semble inadapté dans ce cas-là. Dans le cas de l'Europe ouest, en général, il y a eu l'Europe qui s'est déconnectée d'une partie est. On a eu donc besoin de réagir. On a eu une réaction qui s'est faite entre 9 et 21 secondes pour éviter de descendre en dessous de 49 Hz. Et dans l'ensemble, on a réussi à stabiliser en 2 minutes. Donc c'est bien, ça veut dire que le système a fonctionné. Mais la chute de fréquence, là, elle aurait pu continuer. Et c'est une histoire de secondes, c'est vraiment quelques secondes. En 10-12 secondes, on pouvait rentrer en blackout. Donc de dire qu'à partir de 15 secondes, on doit réagir, c'est un peu tard. Mais alors, comprenons bien, c'est le réglementaire qui dit ça. Bien sûr que les acteurs n'attendent pas 15 secondes pour réagir. C'est automatisé. Il y a des moyens qui sont mis en place. Mais si toutefois ils n'étaient pas suffisants et qu'il fallait attendre 15 à 30 secondes pour mettre en place des moyens supplémentaires, on peut s'attendre à des petits problèmes. La réactivité est assez relative. Pour la partie turque, lorsqu'il y a eu une panne dans la partie est et ouest qui se sont déconnectés, donc là ce coup-ci j'ai pris le 0 au moment où ça s'est déconnecté, en 3 secondes on est passé en dessous des 49 Hz sur la partie ouest, et en moins d'une seconde, de toute façon les deux avaient dépassé le seuil des 0,2 Hz. Pour la partie est, il a fallu 6 secondes pour réguler, descendre en dessous des 49 Hz, parce qu'elle avait dépassé les 52 Hz. Ça aurait dû déconnecter déjà. Ça ne l'a pas fait. Ou une partie du réseau a déconnecté. Et on a fini par un blackout au bout de 12 secondes. C'est-à-dire qu'on ne les a pas atteints les 15 secondes. En 12 secondes, le pays était par terre. Donc c'est un peu... Ce plan et ces normes ont été mis en place, mais c'est un petit peu en mode je croise les doigts, ça va marcher. C'est pas pour faire peur, mais je pense que la réactivité demanderait à être meilleure. Ou alors, je pense qu'il faudrait revoir un peu les normes, revoir un petit peu les plages de fonctionnement. Je suis pas sûr que si on descendait à 47 Hz, ce serait vraiment problématique pour les appareils. Et je suis pas sûr que si on montait à 52 Hz, ce serait problématique pour les appareils non plus. En AC coupling, on fonctionne avec des plages de fréquences qui montent jusqu'à 53-54 Hz. Les groupes électrogènes, des fois, quand ils sont surchargés, on les laisse en marche, même s'ils sont à 45 Hz. Ils vont remonter à un moment donné. Je pense qu'on gagnerait à élargir un petit peu cette plage de fréquences et à assouplir un petit peu, notamment la VDE, vous voyez, pour la courbe rouge. Si on disait, voilà, par exemple, on n'a pas 100% de la puissance à 50 Hz, on a un peu moins. On aura 100% si on descend à 49,8 et on aura peut-être 80% si on monte à 50,2 Hz. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une situation de bridage permanent de l'ordre de 10% et que tous les systèmes d'onduleurs injection esclaves ont la capacité de réagir en cas de baisse de fréquence pour être très très rapide et non pas être déconnecté, être très très rapide et constituer une réserve automatique. D'accord ? Nonobstant les réserves stratégiques supplémentaires. Et je pense que la partie stockage, que ce soit des steps, ou que ce soit des batteries, ou que ce soit de l'inertie ou autre, gagnerait à être en opposé. Vous voyez ? Gagnerait à avoir une norme opposée qui, justement, stockerait de l'énergie pas à 100% de sa capacité à 50 Hz. Les steps font ça, ils sont à 100% de leur capacité dès qu'ils ont envie. Mais du coup, s'il y a une chute, ils n'ont plus de capacité de stocker plus. Il faut tout le temps être un peu sur le fil en se disant on en garde un peu sous le coude. Donc je pense qu'il ne faudrait pas être à 100% à 50 Hz et pareil, réguler. Donc je pense qu'un changement réglementaire permettrait d'aider ce système-là. Ça, c'est mon avis. En tout cas, cette complexité de réseaux, que ce soit européen ou autre, alors c'est vrai que plus on augmente les interconnexions, plus on augmente les réseaux, les sources d'énergie, on va augmenter la résilience, mais le problème c'est qu'on va augmenter aussi les difficultés.
On va augmenter les interproblèmes, on va dire les problèmes interconnectés. Donc je pense que on gagnerait à augmenter cette flexibilité et à autoriser des délestages, des autodélestages un peu plus décentralisés. Que, quitte à décentraliser la production, autant décentraliser le délestage aussi. Vous voyez? Voilà, c'est mon avis.